L'histoire se souviendra de l'appel du 18 juin du général de Gaulle, et désormais de la validation par le Conseil constitutionnel de la loi sur le pass sanitaire du 5 août 2021, par la grâce des Fabius père et fils, et sous l'impulsion d'Emmanuel Macron. Mais ne soyons pas dupes, Macron n'est qu'un exécutant. Nous sommes en guerre. Souvenez-vous, c'était le 16 mars 2020. Ce jour-là, nous avions retenu ceci de la déclaration d'Emmanuel Macron. Le contexte était totalement inédit. L'inquiétude de la nation semblait légitime et largement partagée par la majorité d'entre nous. Le fait est que, pour comprendre ce qui nous tombe sur la tête depuis 19 mois, nous n'avions absolument aucun élément de comparaison. Cependant, certains citoyens étaient déjà critiques et avaient vu dans cette formule du chef de l'État un nouvel élément de langage théâtral, comme la Macronie nous en avait donné l'habitude. Et d'autres sont entrés pleinement dans la peur, pour n'en plus sortir. Si la route du Covid a été systématiquement jalonnée de mensonges depuis les premières heures, ce soir-là pourtant, Emmanuel Macron nous avait dit la vérité. Nous sommes en guerre. Le président de la République venait officiellement de déclarer la guerre à son peuple, mais nous ne l'avions pas compris. Nous n'avions pas mesuré le sens profond de sa phrase. Nous n'avions pas envisagé une seule seconde que c'était une déclaration de guerre, en bonne et due forme, adressée aux pauvres pommes que nous sommes. Pourtant, certains avaient bien senti venir le coup de Trafalgar. Les lanceurs d'alerte sortaient du bois dès 2020. Sur l'origine réelle du virus, qu'il est désormais officiellement admis qu'on doive sérieusement s'en interroger. Sur les traitements efficaces et peu onéreux dont les malades privés pour rester chez eux à se gaver de Doliprane en attendant la décrépitude et ou la mort. Sur la folie furieuse que constitue cette ode quotidienne au vaccin providentiel, fût-il potentiellement dangereux, contre une maladie officiellement responsable de 0,17% de morts en France en 19 mois. Et sur l'avènement grossier et parfaitement intolérable d'un pass sanitaire devenu inéluctable et qui achèvera de diviser les Français en deux camps, fracassant définitivement, peut-être, le peu qui reste d'unité de la nation sur des rochers orwelliens. Mais pris pour cible par les snipers des médias mainstream, avec une force de frappe médiatique inégalable, la ligne Maginot des lanceurs d'alerte a été mise à rude épreuve. Aux premières loges du stand de tir, les débunkers appliqués du journal Le Monde, partiellement financé par Bill Gates, comme chacun sait, qui œuvre dans le milieu vaccinal. Cela n'aura échappé à personne. Pour l'objectivité journalistique, circuler, il n'y a rien à voir. Contrairement à ce que nous entendions en boucle sur tous les plateaux télé à propos des sceptiques, les haineux, les discriminants, les donneurs de leçons n'étaient pas ceux que l'on croit. Ils étaient là, tous les jours, en ordre de bataille, bien peignés et maquillés, le doigt sur la couture du pantalon, le prompteur réglé au millimètre face caméra, pour un show improbable et ininterrompu de 19 mois. Certains appellent même à venir chercher les non-vaccinés avec les dents et les embarquer avec les menottes, se faire injecter de force. Les haineux ne sont pas ceux qu'on croit. Nous sommes en guerre. Une guerre de communication? Non, c'est plus que cela. C'est une guerre stratégique. Si l'analogie militaire vous dérange ou vous choque, prenons un autre angle, plus ludique. Imaginez un échiquier. Nous venons de rejoindre une partie d'échecs qui a commencé sans nous, sans savoir contre qui on joue et avec combien de coups de retard. Une partie d'échecs grandeur nature, dont nous sommes les pions. De l'autre côté de l'échiquier, face à nous, il y a Emmanuel Macron bien entendu, mais avec tout un staff en coulisses et une oreillette discrète. De moins en moins discrète l'oreillette, cela dit. Et en parlant de staff, nous ne parlons pas de ses communicants et conseillers à l'Élysée, mais de ses mentors, de ses sponsors, de ses maîtres. Macron est l'épouvantail qui nous distrait de ce qui est réellement important, celui qui attire notre attention pour que nous ne regardions pas ailleurs. Franck Lepage, le pertinent vulgarisateur de la culture populaire, qui expose très intelligemment les tenants et aboutissants du système qui s'impose à nous depuis des décennies, a avancé une comparaison historique et elle est parfaite. Comme Hitler, Macron a été élu grâce à une propagande médiatique omniprésente et omnipotente. Hitler ne s'est pas fait tout seul, Macron non plus. Il avait des soutiens. Il a bénéficié d'un appareil propagandiste en mode rouleau compresseur, disons en mode char d'assaut pour l'époque. Des médias ont pris fait et cause pour Macron depuis le début, et encore aujourd'hui, plus que jamais. Ce n'est pas un amalgame malheureux, comme la bien-pensance nous en dispense régulièrement, c'est une comparaison pure de la promotion dont l'un et l'autre
ont bénéficié. La question que nous devons nous poser, c'est pourquoi et grâce à qui? Qui a financé cette couverture médiatique totalement déraisonnable et manichéenne? Qui a financé les articles, photos, couvertures, tirages de ces journaux dédiés à la gloire d'un parfait inconnu, dont le passage en tant que ministre est pourtant loin de rester dans les annales de la Ve République en termes de dignité et de morale? Qui tire les ficelles de notre président et pourquoi? Nous focalisons tous sur l'hôte de l'Élysée, mais il est important que le plus grand nombre d'entre nous comprennent que non, nos malheurs actuels et l'état déplorable dans lequel est plongée notre société ne peuvent être imputés qu'à cet homme. Notre problème est bien plus vaste et profond qu'il n'y paraît. C'est là que nous devons comprendre combien de coups ont été joués sans qu'on se rende compte, et accessoirement depuis quand. Revenons au contexte sanitaire et remontons le temps progressivement. Mis en place par Hollande en 2016, Laurent Fabius préside le Conseil constitutionnel qui compte 9 membres, lui compris. On les appelle les sages. Que viennent-ils de valider, pour faire simple? L'extension du pass sanitaire dans tous les domaines souhaités par l'exécutif, des terrasses de bars et cafés à certains centres commerciaux, et la vaccination obligatoire des soignants et personnels en contact avec le public. Les héros d'hier sont les boucs émissaires d'aujourd'hui. Le pass sanitaire est également requis pour les visiteurs ou les patients non urgents dans les établissements de santé et maisons de retraite, tant que ce dernier ne fait pas obstacle à l'accès aux soins. Les sages ont estimé que l'instauration du pass sanitaire était justifiée au nom d'une conciliation équilibrée entre les exigences de protection de la santé et des libertés individuelles. Mais quelle est l'application pratique de cette décision? Qui définit l'urgence qui exonère d'un pass sanitaire pour accéder aux soins? Sur quels critères? Se rendre au chevet d'un patient malade ou mourant n'est désormais plus possible sans passe sanitaire? Où sont passées l'éthique et la décence? Interdire à une majorité de Français pas malades d'accéder aux loisirs, c'est cohérent et déontologique? Voilà ce qu'ont statué les sages sur la base de 0,17% de morts. Voilà le projet de société qu'on est en train de nous imposer, par l'intermédiaire d'un individu officiellement élu avec une poignée d'électeurs, après que l'intérêt des Français pour l'appareil politique ait patiemment été sapé au fil des années. Et si tout cela était en fait planifié de longue date? Macron déroule sa stratégie sanitaire insufflée depuis novembre 2020 par le cabinet McKinsey, avec à sa tête le fils de Laurent Fabius, régulièrement reconduit auprès de l'Élysée dans sa mission de conseil. Et sous-entendre qu'il y aurait un conflit d'intérêts évident entre le père et le fils serait une théorie complotiste? Que notre culture politique collective soit émoussée, certes, cela ne fait pas de nous des aveugles décérébrés pour autant. Bien entendu, que le projet de loi aiguillé par le cabinet du fiston allait être adoubé par le paternel, le sceau des Fabius est définitivement celui de l'infamie et de la trahison, celle faite au peuple. Le 1er janvier 2020, juste avant le chapitre Covid, le gouvernement d'Emmanuel Macron annonçait la suppression de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, dont les services étaient désormais directement dépendants du Premier ministre. 2020 verra pourtant passer le nombre de pauvres au-dessus de la barre des 10 millions, presque un Français sur 6. Mais cet organisme ne pourra plus produire d'études en toute indépendance comme il le faisait depuis plus de 20 ans. Est-ce uniquement le fait du Covid ou des mesures politiques ont favorisé cela malgré tout? Regardons attentivement. Macron et sa contribution personnelle à la loi El Khomri de 2016 et les réformes prud'homales par ordonnance en 2017. Vous vous en souvenez? Depuis 2017 et ses ordonnances, parmi les mesures phares réformant le Code du travail, la loi Macron précise que le droit au télétravail du salarié est élargi. Le droit au télétravail est élargi. Combien cela concerne de Français en 2017? Le cabinet Aubergo précise à l'époque que les entreprises restent toujours frileuses sur le télétravail qui se développe malheureusement moins vite que ne le disent les chiffres officiels, malgré la forte demande des salariés. Aubergo estimait que le taux réel de télétravailleurs en France, l'ensemble des secteurs d'activité, était plus près de 2% que de 16%. Une loi ficelée par Emmanuel Macron pour 2% de salariés en 2017, mais une disposition finalement bien commode pendant le contexte Covid. Macron un visionnaire? Le hasard fait bien les choses, à moins qu'il ne s'agisse pas de hasard.